1000 km de Paris, Targa-Florio, Nürburgring, 12 heures de Reims et bien sûr 24 heures du Mans. Des épreuves prestigieuses qui ont fait vibrer les années 60 et dont les grandes animatrices avaient alors pour nom Cobra, Lola, Ford GT40, Lotus 23 ou Alpine M63 et bien sûr Porsche 911 pour ne citer qu'elles. Des courses qui sentaient bon l'huile et qui étaient bercées par les hurlements rauques des gros V8. Aujourd'hui, ces voitures appartiennent à la catégorie des véhicules historiques de compétition, les VHC, et elles se sont retrouvées pour la 4e année consécutive sur le circuit Paul Ricard pour disputer une des épreuves qui leur est réservée, les 2 tours d'horloge. Cette année, pour la première fois, la course se déroulait sur 24 heures d'affilée, contrairement aux années précédentes où une interruption devait être observée, règlement oblige. Dans les stands, avant la course, un éventail de 55 voitures remarquablement préparées, pilotées par plus de 150 pilotes, dont le dénominateur commun est incontestablement la passion. Des marques chargées de souvenirs, comme dans le stand Alpine. À partir de dorénavant, on fera comme d'habitude, d'accord? Cette voiture-là en particulier, c'est une des premières Alpines faites pour le Mans, qu'on a restaurée et reconditionnée il y a 4 ans maintenant. Et son histoire à l'époque était... cette voiture particulière-là n'a fait que des essais à l'époque. Des essais aérodynamiques, des essais de suspension. Et pour anecdote, elle a été montée avec un moteur de Renault 8 majeur qui faisait 45 chevaux. Et elle tournait sur l'anneau de Montlhéry et fonctionnait à 170 km/h avec 45 chevaux. Voilà. Bon. C'était pour démontrer qu'avec un PCX, on pouvait aller vite. Des marques, mais aussi des pilotes, comme le tandem Moreau-Bianchi et son fils Philippe. Cette voiture particulière, je l'ai conduite aux 12 heures de Sebring en 64. Ça ne m'enjeunit pas du tout. Mais je crois que cette fois-ci, ça a un goût particulier parce que je partage le volant avec mon fils quand même. Ouais, c'est quelque chose. Hein. C'est la première fois? C'est la première fois. Et quel effet ça fait de courir avec votre père? Je crois que pour moi c'est un moment très émouvant parce que c'est un rêve de petit garçon que je réalise aujourd'hui. J'avais la chance l'année dernière déjà de rouler dans l'équipe, mais pas dans la même auto. Et cette année, c'est quelque chose que j'oublierai jamais dans ma vie parce que rouler avec son papa, je crois que c'est quelque chose de bien. Dans une super auto en plus, une équipe sympathique, donc c'est super. Au milieu des Porsche Austin Healey et autres MG, des équipages vedettes avec notamment 3 Lola T70. Une engagée par le team Jean-Claude Mimran, une par le JB Racing de Jean Blaton et une par l'équipe victorieuse de l'an dernier, le team Assemaille, dirigé par Jean-Claude Petit et qui aligne aussi une Elva à moteur BMW 2 litres. Moi je travaille. Il est pourri, le truc. On nettoiera après. Autre équipe phare, celle du team ATS, qui comprend une Cobra Daytona, pilotée par Henri Pescarolo, Franck Lagorce, Laurent Aiello et Franck Fréon, et une Cobra Roadster. C'est très différent parce que ces voitures sont des voitures tellement peu performantes par rapport à ce qu'on a maintenant, des voitures dans lesquelles il faut ménager beaucoup la mécanique, il y a peu de freins, la tenue de route est assez aléatoire. Donc c'est beaucoup moins dur qu'une course de 24 heures moderne. Mais ceci dit, on l'aborde avec le même sérieux car pour une écurie comme l'écurie ATS, c'est une épreuve importante et on va tout faire pour amener cette voiture à l'arrivée le mieux placée possible. Comme on s'y attendait, les essais sont dominés par les Lola, que leur gros V8 propulse à près de 300 km/h dans la ligne droite du Mistral. En tête, la Lola victorieuse de l'an dernier, la numéro 15, qui signe la pole position devant celle du JB Racing, la numéro 3, et celle du team Mimran. En 4e position, la Cobra Daytona devance l'Elva, dont les 4 cylindres BMW développent 200 chevaux. On trouve ensuite en 5e position l'étonnante petite Lotus 23, pilotée par André Bailly, Pierre Gary, Jean-François Benz et le jeune Boris de Richebourg, qui à 17 ans est le plus jeune pilote du plateau. Quant à la magnifique Ford GT40, elle se classe 8e de ses essais. Mais Jean Blaton prendra le départ sur la Lola T70. Un moteur de 5,7 litres, c'est une voiture rapide qui malheureusement a encore les pneus et les roues d'origine qui sont un petit problème par rapport à la vitesse de la voiture. Il faut savoir qu'on a ici un rapport de boîte qui nous mène à peut-être plus de 285.
pour des voitures de ces années, c'est beaucoup et la chicane est évidemment étant supprimée, ça nous amène à de ces vitesses. C'est des voitures que j'ai beaucoup admirées en étant jeune et avant que je commence à rouler. Et ces voitures tournent toujours parce qu'elles sont bien préparées, bien entretenues et très bien conduites. C'est merveilleux de voir ces voitures encore rouler aujourd'hui. Et pour les spécialistes, prenons place aux côtés d'Alain Cudini dans la Lola numéro 15. Bien entendu, la majorité du plateau est constituée par des voitures moins puissantes, moins spectaculaires, mais tout aussi bien entretenues et parfaitement préparées et qui finalement contribuent largement au succès de l'épreuve. Et parmi celles-ci, des Porsche 911 conduites par des pilotes belges venus en force au Castellet. Nous avons débuté avec cette voiture au Liège-Rome-Liège. C'est un rallye d'endurance qui se passe en Belgique, enfin départ à Liège, et je suis liégeois. Alors suite à ça, comme ce n'est pas tout à fait notre truc, disons la régularité, on a commencé petit à petit par modifier les suspensions, et puis on a rénové le moteur, mis des nouveaux amortisseurs. Et alors, nous sommes venus tout à fait par hasard, il y a 2 ans, 24 heures, donc aux deux tours d'horloge. Et ça nous a énormément plu et on a continué dans ce sens. Donc nous participons à 3-4 épreuves d'endurance organisées par Eric. Et c'est très sympathique. Il y a très longtemps que je roule et c'est l'ambiance d'antan, c'est ça qui est formidable. Ce sont des voitures assez difficiles à piloter, mais dès qu'on commence à les trouver, un tout petit peu à les comprendre, en principe, elles vont pas mal. Je roule toute l'année en Porsche et l'année prochaine, je vais faire le championnat européen Porsche Cup pour voitures modernes, enlever Trido des Formula. Donc j'ai trouvé un beau team français que je ne peux pas dévoiler le nom, qui m'a demandé que j'ai roulé avec eux et j'espère faire une très bonne saison l'année prochaine, également sur Porsche. On est Porschiste, mais on n'est pas. Et au hasard des stands, une MGB et une Marcos. La voiture était en fait une MG de 1963. C'est une voiture qui avait à l'époque déjà roulé dans le championnat d'Irlande et dans le championnat d'Angleterre. Elle a été préparée par des Britanniques en 87, 88 et 89 et elle a participé au championnat d'Europe. Nous avons récupéré la voiture, on a travaillé dessus pendant une bonne année et maintenant nous participons qu'à des courses d'endurance historiques, tout simplement. Le choix de la voiture est un petit peu, je veux dire, particulier. C'est une voiture qui est en bois, qui date de 1965. Et la voiture est assez légère, c'est assez rapide également, et c'est assez agile. Donc je crois que c'est un choix qui est un choix assez judicieux dans un certain sens. L'année dernière, on roulait avec une Ginetta G4 et la G4 nous a permis de terminer 9e au général. Cette année-ci, nous avons eu beaucoup de problèmes pendant les essais, un moteur cassé et pas mal de petits soucis. On espère au moins terminer. Les ravitaillements en essence étant interdits dans les stands, tout le monde est à la même enseigne. Il faut faire la queue à la pompe. Mais 15 heures approchent et l'heure est aux choses sérieuses. Une à une, les voitures sont amenées sur la piste. Pour le plaisir, le départ est donné comme jadis au Mans. Un moment d'émotion pour ceux qui y ont déjà assisté et une découverte pour les plus jeunes. Le départ officiel, le vrai, est donné un peu plus tard, après un tour de formation derrière un pescar, en accord avec le règlement de la FIA. Et pour le plaisir des yeux comme des oreilles, vivons ces premiers instants de course à bord de la TVR 200, engagée par Eric Van de Viver, l'organisateur de ces 2 tours d'horloge, et piloté à ce moment par Eric Bachelard.
Devant, la hiérarchie des essais est respectée. Les 3 Lola devancent la Cobra Daytona et la TVR 200 qui a grignoté plusieurs places pendant le premier tour. On trouve ensuite l'Elva, la GT40, le Roadster Cobra et la première Lotus 23 qui porte le numéro 28. Derrière, Ford Mustang Shelby et Corvette Stingray devancent Alpine, Porsche, Lotus, pour ne citer qu'elles. Et toujours pour le plaisir, reprenons la piste avec Alain Cudini et la Lola T70, victorieuse en 1994. Seul en tête, Cudini ne tarde pas à doubler les attardés, car là plus qu'ailleurs, dans la longue ligne droite du Mistral débarrassé de sa chicane, la différence de puissance entre les voitures est énorme. Mais pour les moins bien préparés ou les plus fragiles, les ennuis commencent. Cette longue ligne droite précisément fait ses premières victimes. Boîtes et moteurs de vitesse souffrent, déjà le martyr. Et on est en train de changer le moteur. C'est quand même stupéfiant parce que nous avons roulé 2 saisons sans aucun problème. Et cette année-ci, on collectionne toute une série de petits problèmes. Après 2 heures de course, les 3 premières places sont occupées par les 3 Lola. La numéro 15 du team Asemaï, puis la numéro 3 du JB Racing et enfin la numéro 7 du team Mimran. L'Elva se retrouve 4e en embuscade devant la TVR d'Eric Van de Viver. Alors c'est une voiture assez spéciale, c'est l'équivalent de ce qu'a fait Carroll Shelby avec la C-Cobra.
Là, c'est un gars qui s'appelle Griffiths, un Américain, qui a pris une TVR. Il a greffé dedans un V8 Ford avec une boîte Ford. C'est un pont de type E. C'est donc un châssis tubulaire, tout triangulé. Ça va très fort. Le problème, c'est qu'il y a des tambours à l'arrière. Alors ça, c'est moins bien, c'est là que ça se gâte. Et que c'est très court d'empattement. Mais ça pousse vraiment très fort, ça va vite. D'ailleurs, là, on est en 4e position, derrière les 3 Lola. Et apparemment, tranquillement, puisque c'est Eric Bachelard qui est au volant. Et il roule en 2,27, donc tranquillement. Mais alerte dans le team V2V, la TVR chauffe. Pour l'instant, je ne sais pas très bien, il y a une fuite d'huile. La voiture continue à fonctionner très très bien. Mais il y a de plus en plus de fumée dans l'habitacle, alors je préfère m'arrêter parce que bon, c'est des voitures anciennes, il faut les respecter. Et mais là, c'est en train de voir, je crois que ça doit venir soit de la boîte, soit du pont. Mais en tout cas, bon, ça ne s'annonçait pas très bien, donc je préfère m'arrêter avant que tout soit cassé. Et toujours le passage obligé à la pompe. Plus loin dans le classement, la lutte ne manque pas non plus d'intérêt entre les petites cylindrées qui prennent la course très au sérieux. Une course toujours orchestrée, bien entendu, par les gros moteurs. Très belle performance de l'écurie alpine qui se situe aux environs de la 12e place. Quant à la voiture de tête, elle tourne, quoi de plus naturel, comme une horloge. La TVR 200, elle, ne repartira qu'en début de nuit. Mais sa prestation aura été si belle que nous n'avons pas pu résister au plaisir de vous offrir encore quelques instants derrière son volant.
L'autre TVR engagé, une 400, navigue en milieu de peloton, encadré par un paquet de Porsche, d'Austin Hillet et d'Alfa Romeo. Pour tous les concurrents encore en course, cette nuit de novembre s'annonce longue. Un peu avant 18 h, le soir descend sur le circuit Paul Ricard. Il va faire place à la nuit avec ses incertitudes, ses angoisses, ses drames et ses joies. Dans les stands, le ballet des ravitaillements prend une autre dimension sous la lumière crue des projecteurs. La Lotus 23, retardée par de mineurs problèmes d'éclairage, doit s'arrêter à son stand. Et dans la nuit, Jean Blaton sort de la numéro 3. Un peu difficile, mais la voiture va très bien. Alors là, je suis ravi pour mes coéquipiers et je crois qu'ils vont faire du bon travail. Quant à Marc Duez, un de ses coéquipiers, justement, il découvre les épreuves de VHC. Je ne connaissais pas encore et je suis ravi. J'aimerais bien faire souvent des courses de ce genre de véhicules anciens parce que c'est vraiment un dépaysement. On a vraiment vu une différence à la fin des époques de l'année 65 lorsqu'il n'y avait pas encore les slicks, lorsqu'il n'y avait pas encore les pneus, comme on dit, racing. Et ça change beaucoup. Les voitures flottent, elles sont moins précises, elles sont beaucoup plus difficiles à conduire. Donc il faut se remettre à l'époque. Et c'est bien, c'est autre chose, mais c'est bien. Au début de la nuit, la Cobra Daytona, alors pilotée par Franck Lagorce, est ramenée à son stand. Dans le premier gauche de la verrerie, Lagorce est sorti violemment et a heurté les pneus. J'ai un problème de frein là, quand je suis rentré dans la verrerie. Au moment où j'ai pris les freins, rien du tout. Donc j'ai essayé de rentrer la deuxième pour freiner la voiture. La deuxième n'est pas rentrée, j'étais beaucoup trop vite. Donc la seule solution pour moi, c'était de mettre un grand coup de volant pour partir en tête à queue et essayer de freiner l'auto au maximum avant de taper dans les pneus et puis d'attendre. Et le résultat, il est là. Ça, quand on peut rien faire, c'est comme ça. Déçu et choqué, Franck Lagorce ne sait pas encore que Robert Sarrail a décidé que sa voiture reprendrait la piste. Commence alors un véritable travail d'artiste à coups de maillet sur l'aluminium tordu. Un peu plus de 3 heures plus tard, la Daytona est prête à reprendre la piste avec un Franck Fréon confiant. On ira de toute manière pas chercher une cadence d'enfer puisque tout espoir de victoire sont envolés. Mais non, ça sera sûr. Malheureusement, un tour plus tard, la numéro 29 abandonne, terrassée cette fois par sa direction. La Daytona n'est pas la seule à connaître des ennuis. Eric Van de Viver, direction cassée, a terminé sa course dans un bac à gravier. On va tout de même essayer de réparer, parce qu'on est là pour ça. Hein. Une suspension cassée, ça existe dans tout. On va essayer de réparer. Mais malgré les efforts des mécaniciens, la sentence tombe, c'est l'abandon. La Lola du JB Racing aussi ne va pas passer la nuit. Un joint de culasse va en décider autrement. Mais elle s'est mise à chauffer brutalement, donc on a marqué un arrêt, on a cherché, on a purgé, on n'a pas trouvé de cause immédiate, hormis le fait qu'il manquait de l'eau. Donc elle est repartie pour quelques tours, mais comme on pouvait s'y attendre, ça a recommencé, donc c'est très vraisemblablement un joint de culasse qui a lâché. Dans le team Assemaille, par contre, rien ne vient contrarier le tableau de marche de la Lola de tête. D'autant que la numéro 7, alors en deuxième position, vient de sortir au bosset. Tout va bien là pour l'instant, on est reparti à neuf avec des pneus, plaquettes neuves, on a fait le complément d'huile. Tous les manos sont corrects, donc de toute manière on va pouvoir soulager un peu vu que la voiture qui était en seconde position a fait un tout droit au bosset. Dans le camp alpine, la numéro 19, pilotée par les deux jeunes, Loïc Depailler et Stéphane Ortelli, associés aux deux un peu moins jeunes, Jean-Jacques Paoletti et Hubert Mechler, pointent en 8e position. La nuit est éprouvante pour les mécaniques comme pour les hommes, qui se relayent toutes les 2 heures. La fatigue des premières heures commence à se faire sentir. À mi-course, les deux Lola sont au commandement, la 15 devant la 7, espacée de 7 tours.
et dans les stands, les mécaniciens ne chôment pas. Nouvelle alerte pour la Lotus 23 au moment où Pierre Gary devait reprendre le volant. Ailleurs, les ravitaillements de routine se succèdent. Il faut lever souvent le capot, mais la bonne humeur reste de mise, comme pour Peter Smith, le team manager de la petite MGB numéro 36. Comme ma femme a dit aujourd'hui, elle qui n'avait jamais assisté à une course de 24 heures, nous devons tous être fous pour nous amuser comme ça. Mais c'est ce que nous aimons, vraiment. On s'amuse beaucoup, c'est le plaisir de participer. 2 de nos fils sont ici avec nous, en tant que mécaniciens. Et c'est bien une affaire de famille. Celle qui a enchanté les spectateurs des rugissements de son moteur est immobilisée au stand. La grosse Corvette, engagée par Jochen Richrath, a en effet besoin de soins. Mais au moment où elle va reprendre la piste, des flammes s'échappent des gros carburateurs Holley, déclenchant un moment de panique au sein de l'équipe allemande. Mais finalement, tout rentre dans l'ordre. Quant à la Lotus 23, elle peut enfin repartir. Et au moment où je repartais pour mon relais, les mécanos m'ont arrêté. J'avais pas fait 2 mètres. Et ils ont vu du jeu dans le train arrière. On est rentré dans le box, je suis resté sanglé dans la voiture, j'ai attendu. Et ça a duré 3 quarts d'heure. C'était la transmission qui était desserrée, un cardan. J'ai pas bien vu ce qui se passait parce que j'étais toujours dans la voiture. Mais bon, ils ont travaillé comme des fous. Et au bout de 3 quarts d'heure, on est reparti et on devait être... on était très loin, très loin. Et pendant 1h45 de mon relais, j'ai essayé d'attaquer mais sans fatiguer la voiture. Et puis on est remonté de 11 places. Et maintenant, mon André Bailly, le propriétaire de la voiture, continue à remonter. Et il continue dans le même rythme. Et puis rien n'est perdu. On va jouer ça. On va jouer ça à l'endurance. Tout le monde casse devant. Alors on remonte. Au petit matin, certains tentent de prendre un peu de repos, pendant que sur la piste, la ronde se poursuit. 9 voitures seulement ont abandonné, un petit exploit qui a de quoi surprendre. Même les 24 heures du Mans ne peuvent revendiquer un tel exploit. Les 2 Lola sont toujours en tête, suivis par la Cobra, la GT40 et l'Alpine M63B numéro 61. Une performance que Jean Rédélé, en spectateur averti, doit savourer à sa juste valeur. Dans les stands en s'affaire, l'objectif est de rallier l'arrivée coûte que coûte pour figurer au classement de cette magnifique épreuve. La Lotus 23, également rescapée de cette longue nuit, a connu bien des malheurs. On a eu une nuit difficile puisque la voiture s'est arrêtée pendant 1h40. D'abord pour un problème de roulement arrière où des boulons se sont dévissés. Et puis plus tard, on a eu un goujon qui nous a empêché de changer une roue et qui nous a fait perdre un temps précieux. Les dernières heures de course semblent particulièrement longues, mais les écarts sont relativement stables et le classement figé.
Dernier ravitaillement pour la Jaguar HWM, pilotée par une des rares femmes engagées, Véronique Urban. Quant à la Ginetta G4, un peu mieux placée que la Jaguar, elle quitte les stands pour une dernière fois. Nous disposons d'un 1000 cm3 avec 100 chevaux. Donc vous voyez, je crois que c'est la plus petite voiture, la plus petite cylindrée et la plus petite puissance du plateau. Mais enfin, elle est avantagée par son rapport poids-puissance, ça c'est évident, ce qui nous permet quand même d'attaquer plus ou moins dans les courbes, mais d'essayer de se classer malgré les grands problèmes que nous avons eus hier. En tête depuis le départ, la Lola du team Asemaï aura mené la course de bout en bout. Preuve de l'excellente préparation de cette voiture, conçue plus pour le sprint que pour l'endurance. Il est vrai que les pilotes n'auront jamais forcé leur talent. Mais à quelques minutes de l'arrivée, la pluie qui avait menacé ces 2 tours d'horloge fait son apparition. Dans la Lola de tête, la conduite se fait plus souple, l'heure n'est plus à la prise de risque. Dernier virage et c'est l'arrivée. La numéro 15 compte 24 tours d'avance sur l'autre Lola, la numéro 7. La Cobra Roadster est 3e, 8 tours devant la Ford GT40. Un beau podium qui aurait fait aussi honneur au circuit Bugatti au Mans et qui laissera de bien beaux souvenirs. Très heureux pour les vainqueurs, mais moi très heureux d'être 4e dans les petits malheurs que nous avons connus. Il faut faire parler Jean-Paul parce que moi, tu étais venu me voir. Vous voulez. Très bien. Alors Jean-Paul Petit, heureux de cette victoire? Bien sûr, heureux, on a tout mis en place, enfin c'est le résultat d'un travail d'équipe. Je remercie bien sûr Alain Cullini, Eric Hellary qui ont fait beaucoup pour faire progresser cette équipe. Et sans oublier les anciens, Philippe Harper et Jacques Colibet. Je suis très content de cette victoire, très content. L'équipe ATS, malgré l'abandon d'une de ces 2 Cobras, s'en sort bien. Premier de classe GT, c'est une GT, une petite GT qui était une vraie voiture de 1964. Voilà, bon, ben, on est à notre place, quoi. Je dirais même on est devant certains protos, hein, puisqu'on est 3e. Malheureusement, le coupé Daytona a eu un problème cette nuit. Un problème qui n'est pas dû au pilote, mais un incident mécanique. Le pilote n'y est absolument pour rien, le pauvre Franck Lagorce. Bon, Pescarolo, Lagorce, Aiello et Fréon, c'était une belle équipe. On espérait un meilleur résultat, mais c'est comme ça. L'année prochaine, on reviendra avec une GT40. Le coupé Daytona et le Roadster, j'espère. Et puis, tout aussi motivé. Juste à 15 h, la pluie s'est mise à tomber. Donc à la limite, on a tenu ça pendant 24 heures. Je crois, bon, bah, c'est bien. 42 voitures à l'arrivée. Magnifique. Et 10 voitures seulement qui ont abandonné. Bon, dans la mienne, mais bon, c'est mieux une autre fois. Non, je crois que c'était une belle épreuve. Tout le monde est content. Vous avez vu, des sacrées bagnoles qui ont gagné. Je crois une bonne distance parcourue, c'est pas mal.